Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une analyse dont le point de départ est vraiment singulier. C'est le moins qu'on puisse dire. On part d'une entrevue avec un cheval nommé Gandour, qui est présenté comme le premier assistant d'une experte en pilates, Caroline Berger de Femini. Exactement, et l'idée, c'est d'utiliser ce regard un peu extérieur, ce regard animal, Mhm. un regard sans ego, en quelque sorte. Voilà, pour décortiquer comment on peut reprogrammer la colonne vertébrale. Notre mission, si on veut, c'est de comprendre comment l'analyse posturale très rigoureuse de Kendall. Et l'intelligence du mouvement de la méthode Pilate peuvent, ensemble, nous réapprendre à nous tenir debout, mais sans effort. C'est ça. On va explorer ça en 3 temps. D'abord, comment lire le corps, comment le décrypter. Ensuite, on verra les déséquilibres les plus fréquents, ceux qu'on retrouve un peu partout. D'accord. Et enfin, on regardera la boîte à outils, comment on reconstruit tout ça en partant vraiment des fondations. Et la fondation numéro 1, c'est la respiration. Bon, parfait. Alors, commençons par le début. Apprendre à lire le corps. La source insiste beaucoup sur l'analyse posturale selon Kendall. Et elle précise bien, et ça c'est un soulagement, que le but n'est pas de juger une posture. Pas de bonne ou de mauvaise posture. Bah non, et c'est le point de départ de tout. Cette méthode s'est décrite comme une colonne vertébrale méthodologique. J'aime bien l'image. Il faut imaginer une sorte de grille de lecture, mais d'une rigueur anatomique absolue. Ça ne dit jamais c'est bien ou c'est mal. Ça constate de manière objective. Ça décrit ce qui est. Voilà comment les courbures s'organisent, comment le bassin est positionné par rapport au thorax, quelles chaînes musculaires sont, disons, sursollicitées et lesquelles sont un peu endormies. D'accord. Du coup, la posture, c'est plus une question d'esthétique. Ça devient l'expression visible d'équilibre ou de déséquilibre, qui sont très profonds. C'est un peu comme un architecte qui regarderait les fondations d'un bâtiment pour comprendre pourquoi un mur se fissure, C'est exactement cette idée. au lieu de se contenter de reboucher la fissure. On va chercher la cause, pas le symptôme. C'est ça. Le but, c'est de remonter à l'origine de la douleur, du blocage. Et le truc est souvent contre-intuitif, et la source le dit bien, c'est que la cause est rarement là où se trouve la douleur. Ah oui. Une douleur chronique dans les lombaires, par exemple, peut très bien venir d'une cage thoracique complètement figée. Une cage qui ne participe plus du tout au mouvement. Je vois. Kendall, en fait, ça fournit la carte pour voir ces liens, ces chaînes de compensation. Et c'est cet outil de diagnostic qui rend l'intervention en Pilates incroyablement précise. Ce n'est plus juste une série d'exercices, ça devient une reprogrammation neuromusculaire ciblée. Très clair. Et cette carte, donc, elle nous mène aux zones de déséquilibre les plus fréquentes. La source parle d'un trio problématique, lombaire, thorax, cervical. Le trio classique. Commençons par la base, la région lombaire, le fameux mal de dos. Le texte mentionne 2 cas complètement opposés, l'hyperlordose, donc le dos très cambré, Oui, et à l'inverse, le dos plat, l'effacement de la courbure lombaire. oui, ce sont deux schémas qu'on voit tout le temps et qui illustrent en fait une mauvaise gestion des pressions à l'intérieur du corps. L'hyperlordose, c'est cette cambrure exagérée. Souvent, elle est liée à un bassin qui bascule vers l'avant. Une antéversion. Voilà, une antéversion. Et ça vient pincer les vertèbres à l'arrière, ça met les muscles du dos en tension. Permanente. Et à l'opposé, le dos plat, c'est une posture de protection, une sorte de crispation, où le bassin est quasi constamment en rétroversion. On pense bien faire. On pense se protéger. Mais selon la source, on écrase les disques intervertébraux vers l'avant. C'est pas bon du tout. D'accord. Et face à ça, la consigne qu'on entend partout, dans toutes les salles de sport, c'est rentrer le ventre, plaquer le dos au sol. Ouais. La source explique pourquoi cette idée si populaire est en fait une fausse bonne idée. Ah, mais c'est un point fondamental. La source est très très claire là-dessus. C'est un non-sens biomécanique. Carrément. Quand on rentre le ventre de force, on crée une hyperpression. Vers le haut, vers le bas, ça bloque le diaphragme et ça rigidifie tout. On crée un bloc de béton, pas un centre qui est stable et réactif. Alors, on fait quoi? L'outil principal, le seul valable selon l'auteur, c'est la respiration diaphragmatique. Le but n'est pas de forcer, c'est d'utiliser l'expiration pour engager les muscles profonds en synergie. Le transverse, ce genre de choses. Le transverse, notre gaine naturelle, oui, mais aussi les multifides, le long de la colonne, et le plancher pelvien. C'est cette activation coordonnée qui crée une pression intra-abdominale qui soutient la colonne de l'intérieur. Et ça permet au bassin de retrouver sa position neutre, sans aucune contrainte. Donc si je comprends bien, le bassin est instable et ça crée un effet domino. Ça a des répercussions plus haut.
Et ça nous amène au deuxième point, la cage thoracique, souvent décrite comme fermée ou rigide. C'est la conséquence directe. Une cage thoracique figée, c'est une catastrophe silencieuse pour la colonne. Ah oui, carrément. Bah oui. D'abord, ça limite l'amplitude du diaphragme, donc la respiration est moins bonne. Ensuite, ça surcharge les cervicales. La tête, qui pèse quand même entre 4 et 6 kilos, n'a plus de socle mobile sur lequel reposer. Elle est tenue par les muscles de la nuque. En permanence, oui. Et enfin, comme le thorax ne bouge plus, c'est la région lombaire qui est obligée de surcompenser en mobilité. Et à la fin, ça crée des douleurs. C'est une charnière qui doit rester libre. J'imagine notre ami Gandour qui nous observe, penché sur nos ordis ou nos téléphones. Notre cage thoracique doit lui sembler, Oui, comme une armure. oui, comme une armure. Et c'est fou de se dire que la clé pour soigner le bas du dos se trouve peut-être beaucoup plus haut, au niveau des côtes. On a tellement de tendance à se focaliser sur la zone qui fait mal. C'est une erreur de perspective totale. Et c'est ça que cette approche corrige. Pour libérer cette armure, le Pivetis utilise des outils très subtils. La respiration costale postérieure, par exemple. C'est-à-dire, Ça vise à redonner de l'expansion sur les côtés et à l'arrière du thorax, des zones qu'on ne sent plus du tout. Il y a aussi l'allongement axial, l'idée de créer de l'espace entre chaque vertèbre, et tout un travail sur le placement des omoplates. Le but n'est pas de faire de grands mouvements, mais de redonner de la conscience, du micro-mouvement, pour que la colonne puisse à nouveau respirer sur toute sa longueur. et si cette armure thoracique est verrouillée, la tête, elle, n'a pas d'autre choix que d'avancer pour qu'on puisse regarder devant nous. C'est ça la logique derrière le problème quasi universel du port de tête en avant. C'est exactement ça. La source est formelle. Le plus souvent, le port de tête en avant est un symptôme d'un thorax bloqué et non la cause. D'accord, donc s'acharner à vouloir reculer la tête, ça ne sert à rien. C'est inefficace et ça peut même créer d'autres tensions. La stratégie, c'est d'abord de redonner de la mobilité au thorax. Et une fois que la base de la tête est plus libre, alors là, on peut utiliser des micro-mouvements très précis pour rééduquer les fléchisseurs profonds du cou et restaurer la courbure naturelle. Ok, on a bien identifié les zones et leurs liens. Maintenant, passons à la boîte à outils, aux fondations. La source martèle que tout, absolument tout, commence par la respiration. Pourquoi est-ce si fondamental? Elle est citée comme la première force interne qui organise la posture. C'est une phrase incroyablement puissante. Il faut comprendre que respirer, ce n'est pas juste pour l'oxygène. C'est un moteur postural. Ah oui, je vois. Une respiration qui est haute, thoracique, ça va tirer sur les cervicales. Une respiration bloquée va rigidifier le thorax. Une respiration paradoxale où le ventre se creuse quand on inspire, ça déstabilise tout. Le travail décrit ici est très loin de l'idée de gonfler le ventre. Ce n'est pas ça le but. Non, il s'agit d'apprendre à gérer les pressions internes. C'est le jeu subtil entre le diaphragme, le plancher pelvien, le transverse, qui crée un véritable caisson de stabilisation interne. Et c'est cette pression maîtrisée qui redonne de la vie à une colonne figée. Après la respiration, il y a le deuxième pilier, le bassin, le socle. La source insiste beaucoup sur l'idée de rétablir la perception kinesthésique, c'est-à-dire en gros réapprendre à le sentir. Exactement. Pour beaucoup de gens, le bassin, c'est une zone floue, une abstraction. La première étape, c'est donc de le réveiller. D'accord. Ensuite, la source fait une distinction très utile entre le bassin neutre et le bassin en imprimé. Le neutre, c'est la position fonctionnelle optimale. L'imprimé, où on rapproche les lombaires du sol, n'est pas un but en soi. C'est donc plus une sorte de petit trou, un outil pédagogique? C'est la meilleure image possible, oui. C'est un outil temporaire pour construire une conscience. Mais l'objectif, c'est toujours le neutre. Et le point crucial, c'est qu'un bassin neutre tout seul ne sert à rien. Un bassin parfaitement positionné sous une cage thoracique affaissée, ça ne résout aucun problème. Les deux sont indissociables. Il y a un dernier détail dans la source que j'ai trouvé très poétique. On y parle des omoplates comme des gardiennes silencieuses. C'est une description intrigante. Elle est très juste. On oublie tout le temps les omoplates, alors qu'elles sont la clé de la stabilité de tout le haut du corps. Si elles sont figées, soit décollées, soit au contraire collées au dos. Les cervicales et les épaules souffrent. Et l'approche décrite va à l'encontre du conseil simpliste qu'on entend souvent « tire les épaules en arrière ». Oui. Ça, c'est une crispation. Ça crée d'autres tensions. C'est comme essayer de conduire avec le frein à main serré. Ça semble stable, mais en fait, c'est complètement contre-productif. Voilà. Le but n'est pas de les fixer, c'est de leur redonner leur rôle de stabilisateur mobile. Elles doivent pouvoir glisser, pivoter, s'abaisser en harmonie avec les mouvements.
Ce sont des gardiennes, oui, mais elles doivent pouvoir bouger pour bien garder. D'accord. Si on essaie de rassembler toutes les pièces du puzzle, comment s'articulent finalement ces deux approches, l'analyse de Kendall et la méthode Pilates? La source parle d'une œuvre d'alignement. On peut le voir comme un processus en deux temps, qui sont parfaitement complémentaires. L'analyse de Kendall, c'est la compétence qui permet de lire le corps, de décoder le déséquilibre. C'est la carte, le diagnostic. Ça répond à la question qu'est-ce qui se passe? Exactement. Et pourquoi? Et ensuite, la méthode Pilates, c'est la boîte à outils pour réécrire le schéma moteur. Elle fournit les exercices, les principes de respiration pour intervenir de manière intelligente. Mais la finalité, et c'est le message le plus important, ce n'est pas d'atteindre une posture parfaite, rigide, statique. Non. Le but, c'est le retour à la fonction. Une colonne capable de bouger, d'amortir les chocs, de porter le corps sans douleur et avec fluidité. On en revient à l'image finale de Gandour, ce cheval qui observe l'humain se redresser, non pas par une contrainte, mais parce que la source nomme l'intelligence du corps. C'est une conclusion très puissante. Il ne s'agit pas d'imposer une forme de l'extérieur en se disant « tiens-toi droite », mais de réveiller de l'intérieur les mécanismes d'auto-organisation du corps, de lui redonner les moyens de trouver son propre équilibre. Cette exploration de la posture à travers le regard d'un animal, un regard qu'on suppose sans ego, ça soulève une dernière piste de réflexion. On s'est beaucoup concentré sur la mécanique, mais dans quelle mesure nos postures, nos épaules voûtées, nos nuques tendues, sont-elles aussi le reflet physique de nos états mentaux, de nos protections inconscientes, de nos habitudes sociales? Si on parvenait à s'observer avec cette même neutralité, presque animale, que découvrirait-on sur les liens profonds qui unissent la structure de notre corps et l'histoire de notre esprit?